Ouais, Ludo, avant d'enchaîner, ben, on est déjà un petit peu dans cet aspect mental, un petit peu, mais c'est assez marrant parce que toi, Ludo, finalement, tu es en 100 Unibet, qui est la plus haute limite du point FR, mais tu pourrais peut-être aller chercher plus loin avec les 100, enfin du point FR, pardon, de la Ouais, room, ouais, ouais, excusez-moi, du Nibet, ouais. d'Unibet. Ouais, C'est les plus tout à hautes limites fait. de la room, mais tu pourrais finalement décider d'aller en 100 Wina où le niveau est un peu plus élevé, voire en 250. Donc, est-ce qu'on parlait un Ouais. petit peu de zone de confort ici? Est-ce que tu décides volontairement de rester dans cette zone de confort? Ou parfois tu te dis bah j'aimerais aller voir ailleurs un petit peu quand même pour évoluer et progresser, ouais, justement. Bah, c'est ça, j'ai un peu le cul entre deux chaises, si vous me passez l'expression. C'est que je voulais passer justement sur Wina là et essayer de shoot les 250, mais j'ai quand même le sentiment un sentiment de travail qui est pas fini sur Unibet et enfin comme je disais, c'est vraiment particulier avec les entités, c'est pas du tout la même structure et j'ai quand même bossé aussi sur Solver avec cette structure particulière et ça m'emmerde un peu d'abandonner ce travail-là en fait et ce field que je connais maintenant pour passer sur un truc totalement différent où je ne sais pas si je serai à la hauteur. Après, je pense qu'il va falloir que je teste un jour, mais j'ai l'impression que c'est pas le moment pour l'instant. Quoi. Voilà. C'est pour ça que je suis resté sur Unibet. C'est pas tant par flemme, j'ai l'impression que c'est pas encore le moment. Voilà. Ok, et je te laisse enchaîner du coup avec, selon toi, quelle est la place du mental en high stakes et comment toi tu vois ça? Monsieur Spinelli, tu peux nous Euh, montrer ton trophée du coup à toi. Monsieur Cerveau. J'aime pas Bragg en plus, je déteste ça. Pourquoi j'ai dit ça? Le beau prix De toute Spinelli façon, de c'est blanc sur blanc, vous verrez rien, mais On voit rien, ouais. Ça va, c'est sympa. Vas-y. Mais ouais, du coup, le mental, pour le coup, c'est très important pour moi et je considère que c'est très important à high stakes. Étant un ancien tilter en plus, bah, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Bah, c'est avec toi qu'on travaille, donc t'es au courant aussi. Ouais. Mais je sais que ça m'a beaucoup aidé pour monter et surtout pour m'installer, on va dire, en 100. En 50, c'était pas le cas, je crois. Enfin, on travaillait pas encore ensemble, mais en 100, ça m'a beaucoup aidé, c'est sûr. Et bah, c'est ce qui peut faire la différence contre un joueur. Hein. Concrètement, je prétends pas avoir un edge sur tous les règles. Il y en a même certains qui ont un edge sur moi, mais ce qui est sûr, c'est que je fais plus de spew, je fais plus de sessions en 6 games, et bah, ça sur mon CEV, pour le coup, ça se ressent. Quoi. Après, que dire d'autre? Ouais, bah voilà. Après, comment j'ai bossé mon mental? Bah, enfin, comment on l'a bossé? Bah, surtout en mettant en place des objectifs clairs. Ça me paraît le plus important. Euh, un warm-up et un cooldown, ça, pour moi, c'est primordial. Donc routine de Euh, grind un petit peu, fixation d'objectifs, c'est qui ça. sont des Pour points moi, un c'est peu le plus importants. important. Ouais. Bah, c'est ça. En fait, au final, mon warm-up, pour expliquer vite fait, en gros, moi, ça va être consisté à faire du sport, essayer de méditer, et ne pas attaquer directement avec des games. Donc c'est soit regarder un morceau de vidéo, soit regarder des HH que j'ai notés de la veille, soit review un HUD, voilà, et manger, tu vois, avant la session comme On y ça. reviendra, ouais, plus en détail juste après, Ouais. mais c'est super intéressant. Raph, du coup, il me semble que tu bosses avec un topcoachmental.com aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision des choses et quelle est la place du mental pour toi au poker? Bien pas sauver la vie, mais disons que ça a eu un impact très fort. En gros, je fais partie des gens qui ont bust le plus de bankroll ont-ils le temps. C'était courant que je passe un mois à monter une roll à la force du poignet, entre guillemets, et que je la saute en 3 heures à des limites 10 fois supérieures à celles auxquelles je le jouais. Ça s'est arrivé plein de fois. Ça m'a aussi pas mal pénalisé dans mon grind, même quand j'ai commencé à progresser. Donc la première étape pour moi, ça a été de lire le livre de Jared Tendler, qui m'avait beaucoup aidé à l'époque parce que, tu sais, j'avais aucune connaissance sur le sujet et il arrivait à décrire exactement ce qui se passait dans ma tête quand je partais en plein tilt. Donc forcément au début j'abordais la chose en ok c'est un truc de charlatan lol Hmm. et puis au fur et à mesure tu vois qu'il décrit quand même avec une précision qui est assez impressionnante
la façon dont tes émotions se construisent et ce que tu ressens au plus profond de ton être. Et du coup, j'ai décidé de lui accorder du crédit et ça a pas mal réglé la chose. Donc ça a été la première étape. Et ensuite, j'ai commencé à pas mal gagner, à bien m'installer au limite, mais avec une hygiène de vie vraiment dégueulasse où je jouais les lendemains de soirée, j'ai regardé les 5 saisons de Breaking Bad en 4 tables blancs pendant un mois. Enfin, c'était. Ouais, j'avais 30 CV, hein, mais. donc, c'est pas tant un blague que ça. Ton CV est dû à ça aussi, Vivi, du coup? Tu regardes Breaking Bad ou juste pas bon? Ça m'est arrivé par le passé de regarder des séries pendant que je jouais, mais je le fais plus du tout. Et pour le coup, j'ai pas raté grand-chose. Enfin, je me souviens très bien de la série. Mais, bon. Et du coup, j'ai pris contact avec Elliot, il commençait à être pas mal réputé. Et le gros travail qu'on a fait, c'est pas tant en termes de tilt, c'est plutôt en termes de routine, d'hygiène de vie et de planification d'objectifs et juste centrer ma vie autour du poker et faire en sorte de mettre un maximum de chance de mon côté et ça a été incroyable les résultats, quoi. Il y a un point super intéressant sur lequel j'aimerais revenir qui paraît un petit peu anodin. C'est que tu expliques que tu t'es intéressé un petit peu à la chose et que tu retrouvais à travers les mots et les explications assez concrètes de ce qui se passait dans notre tête à travers le bouquin donc, de Jared Tendler, donc Le Mental au Poker, qui a été traduit d'ailleurs par Pinus, donc disponible en français, qui est vraiment bien en passant. Et ça c'est vraiment intéressant parce que l'un des premiers on va dire l'une des premières progressions, une piste de progression possible dans le mental et dans la préparation mentale, c'est de comprendre simplement les choses et de ne pas penser que tout ce qui se passe dans la tête est forcément des choses qui sont totalement aléatoires et incompréhensibles. On peut totalement rationaliser, comme l'a dit très bien aussi Raph, on peut rationaliser ces schémas émotionnels, on peut vraiment comprendre tout ce qui se passe en termes de peur, de confiance, et une fois déjà qu'on s'intéresse à la chose et qu'on comprend je répète que ce n'est pas aléatoire et que tout est, on va dire, prédictible. Il n'y a pas de souci et c'est vraiment un gros du travail qui est fait déjà. Vivi, je te laisse enchaîner. Personnellement, j'ai la chance d'être un joueur plutôt calme et de ne pas vraiment être sujet au tilt pur quand on s'énerve après un coup et on a envie de tout balancer, etc. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui m'est jamais arrivé en fait. Mais par contre, il y a d'autres points sur lesquels je suis pas mal en retard. C'est plutôt des points d'optimisation. C'est-à-dire que pendant pas mal de temps, j'ai joué sans vraiment me poser de questions au niveau de tout ce qui était un peu qui entourait le poker, quoi. Donc mes habitudes de grind, mon état mental avant de lancer un grind, mon état physique avant de lancer un grind, est-ce que j'étais fatigué, est-ce que j'avais faim, etc. Ça, c'est des choses, je me posais pas la question en fait, hein. Je jouais et puis on voit ce que ça donne. Et je me rends compte en fait en STX, c'est d'autant plus important de beaucoup réfléchir à nous-mêmes et à cette optimisation parce que on a un edge qui est plus petit sur les joueurs réguliers d'un point de vue technique et du coup on peut vraiment compenser en ayant un bon edge sur les joueurs réguliers d'un point de vue mental, c'est-à-dire qu'on va jouer dans des conditions meilleures et en fait on aura plus souvent un jeu qui s'approche du A-game par rapport à eux et même si quand on est tous les deux en A-game les edges sont assez petits, quand nous on est en A-game pendant 90% du temps et eux il y a 30% du temps où ils sont en B-game ou en C-game, et sur ces games-là, on va plus énormément et ça, c'est extrêmement important. Alors que dans les limites plus basses, en fait, on a tellement un edge technique sur certains joueurs qui sont pas très forts qu'on a beaucoup moins besoin de s'intéresser au point de vue mental, même si ça reste quand même extrêmement important. Mais voilà, en STX, je pense que l'optimisation, ça doit prendre une énorme part de réflexion et même pas uniquement d'un point de vue poker, mais aussi d'un point de vue personnel en fait. Parce que forcément, c'est mieux de jouer quand on est bien à l'intérieur de soi, quand on est bien dans sa tête, c'est juste beaucoup mieux, quoi. C'est plus stimulant, on a envie de se lever le matin et de se dire, voilà, je vais grind en étant bien dans ma tête, en ayant bien mangé, en ayant bien dormi, etc.
Et je pense que du coup, voilà, ça nous apporte à tous les points de vue, que ce soit poker, personnel ou même, disons, quasiment spirituel, quoi. Ouais, totalement. Oh Pour là là, revenir ça y est, le spirituel a été introduit dans le podcast. C'est intéressant ce que tu dis et le mot optimisation, il est très très juste. Euh, Beaucoup de personnes vont penser que simplement quand on parle de mental, on va parler de tilt ou de gestion d'émotions, qui est en effet la chose qui saute aux yeux quand on utilise ce mot. Mais en réalité, on est plus dans de la préparation mentale et donc dans l'optimisation de la performance. C'est-à-dire qu'on a tous des skills, comme un sportif va avoir des skills, il sait faire les choses, c'est sûr qu'il sait les faire, il a acquis ses capacités. Maintenant, le but de la préparation mentale, donc au poker, va être de pouvoir être le plus souvent dans des bonnes conditions pour pouvoir reproduire ce qu'on sait faire. En fait, c'est juste ça le concept. Donc, on va parler de notion de A-game en effet, et donc de reproduction de A-game le plus souvent possible. Et là où on a tendance à, où on ne pense pas à ça, tout se joue finalement dans l'environnement et non pas dans le fait de jouer en soi et dans la compréhension de ce qui se passe in-game. Donc en effet, comme tu l'as dit, Vivi, tout ce qui va se passer pré-session, donc on va parler juste de préparation de session, pas de préparation mentale à pas confondre. Donc la pré-session, la post-session, donc le cool-down potentiellement comme l'a dit Ludo, etc. Votre hygiène de vie, votre alimentation, votre sport, le sport, l'alimentation, la méditation. On entend parler de ça à la télé, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Il faut savoir que ça a un impact énorme simplement sur vos émotions, simplement, sur votre confiance en vous, sur énormément de choses. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça fait de vous pardon, quelqu'un de beaucoup plus stable et beaucoup plus à même donc de reproduire une performance qui est optimale. Donc voilà un petit peu pour redéfinir la préparation mentale de manière générale. C'est pas juste comprendre pourquoi on tilt, même si ça en fait partie, mais ça prend en compte beaucoup de choses. Ludo, est-ce que tu peux nous parler on parle un petit peu de routine justement. T'en es venu tout à l'heure, tu as abordé ton warm-up. Comment se déroule une journée pour toi et comment tu optimises cette performance et ce pourcentage de game? Bah alors, ma routine, pour le coup, c'est pas un truc que je vais faire tout le temps à 100% de ma routine, tous les jours avant de devoir grind, tu vois. C'est pas parce que je dois faire du sport et méditer, etc., que je vais le faire 100% du temps. J'essaie de le faire le plus souvent possible, en tout cas, et d'arriver aux tables. Enfin, il y a des matins où voilà, j'aurais pas fait de sport, je vais quand même grinder, c'est pas un problème. Mais dans ma routine, en tout cas, et pour privilégier un grind de meilleure qualité, il y a du sport, il y a essayer de méditer le plus possible. J'ai quand même du mal à le faire. Ça fait des années que j'essaye d'en faire plus, mais j'ai du mal. Je ne trouve pas le moyen de m'y mettre, quoi. Voilà, préparer soit une review de HH, un truc lié au poker, mais pas de lancer des tables comme ça à froid. Ou alors d'en lancer une, pourquoi ça peut être pas mal. Hein. Ça peut faire partie de la routine de mono-tabler pendant un quart d'heure ou une demi-heure. Ça peut être bien aussi. Et oui, je disais de manger avant de grind, c'est bien aussi parce que pour le coup, je sais pas combien d'heures vous grindez, mais quand même avoir le ventre plein, c'est quand même mieux. Quoi. Un petit burger qui d'avance. Voilà, c'est ça. Moi, je fais 500 grammes de pâtes en général, c'est bien. N'hésitez pas à commander les domacs avant la session, c'est un bon tips. Post-session, Ludo, du coup, comment tu t'organises? Alors déjà, ouais, ça, donc pré-session, c'était routine, enfin warm-up, on est ok. In-game, il y a aussi un truc important que je me fixe, c'est de faire des pauses. Alors c'est ni technique ni mental, c'est un truc que je me fixe parce que sinon je sais que ça finit mal en général. Donc se forcer aussi à prendre des pauses, je pense que c'est une bonne idée. Un autre truc qui est attrait aussi in-game, c'est d'essayer d'optimiser le nombre de tables aussi en fonction du field, en fonction de son mindset. Il y a des jours où on a quand même besoin de faire du volume, mais même si on est fatigué, on peut le faire, on va le faire dans de bonnes conditions, c'est pas grave. Mais il y a des jours où on sent que 4 tablings c'est trop, il y en a une de trop, et c'est important d'en virer une et de jouer sur 3 tables et d'essayer d'être flexible là-dessus aussi, quoi. Ok. Et ça c'est à peu près tout. Et pour le cooldown, pour le coup, c'est principalement de faire un compte rendu, donc c'est ce qu'on fait ensemble, hein, Fantôme, donc tu es au courant, mais de remplir un fichier ou de décrire l'état mental que j'ai eu pendant toute cette journée, comment j'ai vécu cette journée, comment était le field, est-ce que j'ai fait suffisamment de pauses, tout ça. L'état de la variance sur mon ressenti, etc. Est-ce que j'ai pris beaucoup de setup, est-ce que j'ai run bad,
Et c'est important de le noter tout ça aussi. Et ça permet de corréler avec une courbe de V qui, des fois, on donne beaucoup trop d'importance à cette courbe de V. Et au final, sur 100 games, des fois, on a joué comme une merde et on a quand même 80 ou 90 CEV. Et des fois, on a très bien joué, on a 0 CEV. Et moi, je sais que ça a été un gros facteur de tilt, cette courbe de V, parce que t'en deviens accro quand tu regardes ta courbe, tu te dis j'ai bien joué, putain, je dois avoir une bonne EV. Et quand tu bats ta courbe de V qui est à 100 CEV, tu te dis voilà, je suis le patron, évidemment. Et en fait, il faut complètement s'écarter de cette courbe. Moi, je la regarde pas, comme ça, c'est clair, mais par contre, je note mes ressentis et après, j'essaie de corréler. Je regarde, là, j'avais fait ma routine, j'ai eu tant de CEV, là, je l'avais pas fait. Donc, j'essaie de trouver et au fur et à mesure, on arrive à avoir un sample qui correspond pas mal à ce qui se passe, quoi. Ok, merci pour toutes ces infos. Raph, parle-nous un petit peu de ta routine quotidienne et ton environnement de grind. Moi, j'ai un aspect de ma routine qui n'a pas changé depuis 5 ans et auquel j'accorde beaucoup d'importance. C'est j'ai dû jouer peut-être 50 parties en tout, entre 18 et 21 heures depuis 5 ans. En gros, ce moment-là, c'est le moment où je dîne et je passe du temps avec ma copine. Et ça c'est resté fixe et c'est un socle qui est vraiment important dans ma journée. Après, en ce qui concerne les autres moments de la journée, ça a pas mal évolué, en particulier depuis que je bosse avec Elliot. Mais j'essaye de petit déjeuner correctement le matin je me réveille vers midi, mais avant de lancer ma session, j'essaye de manger, de bien me réveiller, mais j'ai pas une routine très fixe avec de la méditation. Ensuite, toutes mes sessions durent exactement 50 minutes. Donc, je lance des tapes pendant 50 minutes et ensuite, j'ai 10 minutes de pause. Donc, ça, c'est sur les heures où je vais jouer. Et le soir, c'est là où j'ai plus de mal. À la fin de ma dernière session, c'est vrai que j'ai quand même tendance à être affecté par le résultat de la journée. En termes de confiance, c'est assez dur d'encaisser une journée où tu as un chips par game qui est négatif parce que tu as l'impression que tes adversaires ont pris un peu l'ascendant sur toi. Tu commences à douter sur est-ce que je suis vraiment capable de produire un jeu gagnant et est-ce que le poker c'est fini pour moi. Je caricature un peu, mais tout ce genre de pensées négatives qui peuvent t'atteindre et au contraire ne pas tomber dans l'excès de confiance quand tu as été le patron sur la journée. Et le risque, c'est que le lendemain, tu te casses les dents assez violemment. Pas forcément le lendemain, mais dans les jours à venir. Et du coup, quoi qu'il en soit, j'ai ces pensées qui me traversent. J'essaye de les rationaliser au maximum en faisant des reviews et en disant non, objectivement, j'ai bien joué. Cet exploit qui était vraiment intelligent et qui commençait à mettre en place récemment, cette fois-là, mon adversaire a fait Nuts River, mais je suis convaincu quand même que rationnellement, c'est le bon play. Donc, rationaliser au maximum. Mais ça me travaille un peu quand même. Du coup, j'ai des problèmes de sommeil. Et ce que je faisais avant, qui était vraiment destructeur, c'était je vais me réveiller exactement à 11 heures, mais j'ai mis 4 heures à m'endormir. Donc, au final, ça me fait 4 heures de sommeil. Et je vais enchaîner sur mes journées comme si de rien n'était. Et au final, je préfère maintenant me dire que le sommeil, c'est un socle qui va être hyper important sur ma performance. J'essaye de faire en sorte que mon sommeil soit le plus régulier, le plus paisible possible, mais c'est pas forcément toujours possible. Mais quoi qu'il en soit, je vais pas me forcer à me réveiller à 1h10 pour essayer de suivre un rythme précis. J'accorde trop d'importance au fait d'être en forme, même si idéalement, je préférerais m'endormir tous les soirs naturellement à 3h et me réveiller à 11h sans problème. Ok. Avant de passer à Vivi, plusieurs choses vachement intéressantes. Que tu parles de socle avec ta copine sur le créneau 18h-21h ou ton sommeil finalement. C'est quelque chose que beaucoup de joueurs de poker et grinders presque intensifs, j'ai envie de dire, ont du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'ils mettent, comme le poker est au centre de leur vie en termes de temps,
en termes de pardon d'investissement et de ce qu'ils veulent en faire, ils mettent le poker au centre de leur vie en termes de temps. C'est-à-dire qu'il faut absolument grind tout le temps, travailler tout le temps, grind tout le temps, travailler tout le temps son jeu. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le poker, pour qu'il soit, on va dire, optimal et pour avoir les meilleurs résultats possibles, il doit s'inscrire dans un environnement et dans des socles qui sont très très stables et solides. Donc typiquement, avoir des périodes de 3 heures avec sa copine où on est très bien et ça nous permet de nous ressourcer, ou avoir un sommeil qui est bien et qui est constant, qui est voilà, enfin, réparateur, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est vraiment les socles de la performance, bien plus que le poker et le grind et le travail qui vont venir s'inscrire sur quelque chose de déjà très stable. Et ça, il faut vraiment comprendre. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ne négligez absolument pas ça. Seulement quand votre socle de vie sera OK, on viendra donc mettre le poker dessus, pas avant. Vivi. Ouais, pardon, je sais pas si quelqu'un voulait dire. Mais Ouais, ouais, je parlais de constance en début d'émission. Et, et j'ai eu tendance aussi avant de rencontrer Elliot à faire genre n'importe quoi pendant 3 semaines, quasiment pas jouer, sortir beaucoup, etc. Et après me dire, ok, les 3 semaines suivantes, je prends un jour de pause et je joue 12 heures par jour. Évidemment, au bout de 3 jours, t'arrêtes parce que t'es pas conditionné pour faire ce genre de performance. Et du coup, ouais, c'est super important de pas, en fait, de pas essayer d'être toujours en train de compenser et de se mettre des objectifs super élevés qu'on va pas pouvoir atteindre parce qu'on a été mauvais précédemment. Je pense que la meilleure chose à faire quand on n'a pas atteint nos objectifs, c'est pas de rush et d'en mettre des plus élevés pour rattraper, c'est vraiment de se fixer des objectifs raisonnables qui nous permettent d'avoir un équilibre de vie qui nous rende heureux, qui nous rende en forme et qui ne soit pas en train de nous conduire à un burn-out qui va nous coûter beaucoup plus d'argent au final que si on avait bien organisé notre vie. Et vraiment, je centre aussi beaucoup les choses sur la finesse, hein, sur le bonheur, entre guillemets, et ça me paraît super important de lui accorder une place élevée dans notre vie, parce que sinon, on court à la catastrophe, je pense. Yes, c'est intéressant et pour garder cette constance aussi par rapport à ce que tu disais au tout début, bah, c'est aussi là que les routines vont venir avoir leur importance, hein. Plus vous allez réussir à habituer votre cerveau à quelque chose, tous les matins, tous les soirs, peu importe, plus ce sera facile justement de pas dériver et d'avoir des périodes de 3 semaines où on fait n'importe quoi et après on se rend compte que si, que ça. Non, puisqu'en fait tout est déjà fondé et qu'on suit quelque chose. C'est pas forcément contraignant en fait. La routine, ça peut être des choses banales et assez simples à faire, mais on habitue notre cerveau à faire ça et à se préparer à la session, etc. et donc à la performance. Vivi. Alors moi, il faut savoir que je pense que je reviens de vraiment très 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 loin. Quand je suis rentré chez Skin Elite, je pense littéralement que j'étais le pire joueur en termes de vie, d'organisation de vie. Au moment où je suis rentré chez Skin Elite, j'avais une vie absolument chaotique. Enfin, Maintenant ça va, tu vis à l'hôtel, donc c'est mieux. mais disons que c'était relativement fréquent que je me réveille entre 18h et 19h. Que la première chose que je fasse en me réveillant, c'était aller chercher un McDo en voiture et que je rentre chez moi pour jouer 5 ou 6 heures d'affilée à LoL et après je me disais bon, je vais faire un petit peu de poker évidemment. Quand tu dis poker, après un McDo on se réveille à 18h et 5 heures de LoL où tu es en tilt d'avoir des joueurs qui disaient n'importe quoi dans ta game, ça se passe pas très bien quoi. Donc, et en plus, je voyais que je progressais absolument pas, que ce soit sur LoL ou sur poker, hein, parce que je jouais pas bien simplement. Et en plus de ça, j'étais encore en études, quoi. Donc, bah, quand tu lèves à 18h, c'est un peu dur d'avoir une présence en cours, quoi. C'est déjà fini, putain, j'ai fait mon maximum pour être à l'heure. Et il y a le moment où je devais rendre des DM ou quoi, et ça se passait de façon complètement chaotique, où j'essayais de gribouiller des trucs dans le train à la va-vite, enfin, c'était n'importe quoi. Et ouais, je pense qu'en rentrant chez Speedy, je me suis rendu compte que c'était plus possible de faire ça, tout simplement déjà parce que bah, je jouais plus avec mon argent, donc juste par respect, essayer de jouer dans les meilleures conditions possibles pour pas faire d'argent qui est pas à moi, quoi. Et petit à petit, j'ai essayé de me recentrer et de prendre des meilleures habitudes en termes de nourriture et de sommeil
je pense, par Tu exemple. prends les nuggets maintenant à la place du Big Mac, c'est ça que tu veux? Non, mais par exemple, l'année dernière, je pense que je cuisinais environ 3 fois par mois, je dirais. Et le reste du temps, c'était des fast-food ou je commandais un chinois ou alors je prenais des trucs, genre des gâteaux, quoi. Ça m'arrivait de faire des journées où je mangeais que des chips et des gâteaux. C'était vraiment courant. Et aucun sport à côté ni rien. Enfin, c'était vraiment chaotique. Et ouais, donc maintenant, j'ai pas encore vraiment de bonnes organisations de grind et sur autre chose parce que je reviens vraiment très loin et je pense que j'ai énormément de travail à faire. Mais je me rends compte que j'ai déjà beaucoup plus progressé pour essayer de jouer dans les meilleures conditions possibles. Enfin, là, je cuisine assez régulièrement, peut-être pas, enfin, vraiment plusieurs fois par semaine, quoi. Je cuisine au moins, ouais, 7 fois par semaine, je pense. J'essaie le moins possible de manger des trucs dégueulasses. Je me suis pas réveillé à 17h ou même à 15h depuis plusieurs mois maintenant, je pense. Euh, je me couche à des heures décentes. C'est-à-dire que, voilà, de temps en temps, il y a les soirées, etc. Je me couche à 1h du matin, mais sinon, c'est plutôt 1h du matin, grand maximum, ou minuit si possible. Alors qu'avant, voilà, c'était courant, je me couche à 10h du matin, par exemple. Enfin, et en plus, c'était horrible d'un point de vue personnel parce que bah, je voyais jamais ma famille, quoi. Genre, quand je me couchais, il y a mon père qui était en train de prendre son petit déjeuner. Enfin, et enfin, je voyais personne de ma famille. Genre, quand je me levais, je devais aller au McDo parce que bah, j'avais super faim, quoi. Enfin, c'était vraiment complètement absurde. Et ouais, je pense que je reviens très loin et justement, c'est quelque chose sur lequel je vais essayer de travailler dans les semaines qui viennent, quoi, et avec toi en particulier, quoi, parce que sur le côté technique, je pense que j'ai énormément progressé en, grâce à Spinelli, mais T'as sur gagné le un petit côté. trophée aussi d'ailleurs, hein. On va le préciser, le plus gros shatter. Ouais. Et oui, vas-y. Et ouais, par contre, sur le côté d'organisation de graines et d'environnement, il me reste encore énormément à apprendre, et je pense que c'est là-dessus que je vais faire le plus la différence dans les semaines et les mois à venir, quoi. Pour aborder un autre petit point assez fine, mais qui a son importance, notamment en termes d'horaire, etc. Beaucoup de joueurs de poker vont prolonger des sessions la nuit, par exemple. Voilà, il est déjà 4 heures, ils sont fatigués et ils ont l'impression que les tables sont EV+, donc ils vont continuer à jouer jusqu'à 5-6 heures, etc. Quitte à être décalés. C'est ce qui se passe, c'est un fléau qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, il y a le lever à faire ça, c'est évident. Les joueurs sont pas fous, ils voient très bien qu'il y a le lever et donc ils jouent. Mais lever qu'ils gagnent en fait à faire ça, comparativement à lever qu'ils auraient simplement à aller se coucher entre guillemets, à respecter leur routine de grind, elle est inférieure en fait, clairement. Donc il faut plutôt essayer de voir ça d'un point de vue omniscient. Et qu'est-ce que je perds en faisant ça en termes d'hygiène de vie, de fatigue, voilà, enfin, est-ce que je suis en forme, etc. Est-ce que c'est mieux de faire ça et de péter ma routine ou est-ce que c'est mieux finalement de rester correct avec moi-même, avec ce que je me suis fixé pour avoir une performance moyen long terme qui reste cohérente, quoi. Donc voilà, c'est un détail, mais c'est en lien avec ce que tu disais aussi et c'est des points sur lesquels on essaiera de bosser quand on essaye de recadrer un petit peu nos horaires de grind. Vas-y, Ludo. Ouais. Je pense que c'est quand même important aussi de pouvoir dévier et Bien sûr. on rentre dans une inception de concept, mais c'est important de pouvoir dévier aussi de sa routine si c'est vraiment V+. Mais ça dépend, enfin, il faut vraiment être dans le bon mindset aussi, quoi. Ça m'est arrivé pour le coup de faire des sessions jusqu'à 7h du mat, parce que j'avais pas envie, clairement. Et le field était vraiment beau, hein, pourtant, je sais pas, gagner des milliers des cents dans ça. En fait, si on parle de situation exceptionnelle, c'est évident qu'il faut savoir dévier, quoi. Mais Ouais. quand je parle de fléau, c'est que c'est des choses trop récurrentes où on a Oui, l'impression c'est qu'il y a trop une récurrent, levée c'est qui sûr finalement qu'après. n'est pas si bonne et Ouais, voilà. Yes. tout à fait d'accord. Ok. D'autres points sur le mental et l'organisation, qui est un sujet assez vague, hein. Finalement, on pourrait parler d'énormément de choses pendant 2 heures. L'idée est en plus ici d'aborder les points principaux. Est-ce que vous vouliez conclure sur cet aspect mental en high stakes et qu'est-ce qui peut faire la différence? Euh, bon, il y a quand même un truc qui me semble aussi relativement important, principalement sur les hashtags, c'est la patience. Parce que je dirais que quand on arrive sur les limites plus faibles, euh, si on a la volonté de progresser, etc., on progresse quand même relativement vite. Enfin, en fait, les leaks qu'on a à corriger sont suffisamment gros, de telle sorte que quand on les corrige, bah, on a des bons progressions en fait, et on se met à crush des joueurs qui sont bah, relativement faibles techniquement. Et en fait, la progression du joueur de poker
quand on monte de limite, je trouve qu'elle est un petit peu logarithmique. C'est-à-dire au début, on va beaucoup progresser et à la fin, les edges sont de plus en plus petits et du coup, on continue à progresser, mais on progresse beaucoup plus lentement en fait. On gagne beaucoup moins comparativement à ce qu'on gagnait avant en termes de progression. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut être extrêmement conscient, se dire que voilà, plus je vais monter de limites et plus ça va prendre du temps pour dégager un edge conséquent face aux autres joueurs et pas venir sur la stack en se disant bon, bah, j'ai défoncé tranquillement toutes les limites inférieures, j'ai progressé comme un génie et du coup je vais continuer à progresser comme un génie. Enfin, c'est quasiment pas possible. Il faut vraiment se dire que voilà, maintenant les joueurs sont plus forts, donc forcément ça va être un petit peu plus long de pouvoir les battre de façon significative. Yes. Raph, ouais. Petit aparté, peut-être qu'on coupera au montage si on décide de ne pas en parler. Il n'y a rien qui est coupé, je préviens, donc fais attention à ce que tu dis. Il me semble que dans la partie mentale, il y a un point qui peut potentiellement être important, qui concerne l'argent et ce qu'on en fait en fait, et comment on aborde notre relation à l'argent quand on est joueur de poker. Parce que, à nouveau, j'ai fait pas mal d'erreurs là-dessus, donc je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas. Il n'y a pas de problème, en vrai, c'est Ouais, trop pourquoi pas. cool. Et Ouais. je te dis, on est en direct, Raph, donc t'es dans la merde, assume maintenant. Ah, parfait. Mon expérience personnelle, c'est que les 3 premières années de grind, en gros, je gagnais quasiment 2 fois plus d'une année à l'autre. Et par contre, mes dépenses étaient fixes à peu près 80% de ce que je gagnais. Donc c'était pas forcément terrible. J'ai l'impression que c'est un mal qui attend beaucoup de joueurs et c'est particulièrement problématique parce qu'on est dans un choix de carrière qui va avoir des conséquences sur nos opportunités dans le futur. Dans le sens où soit on a sacrifié nos études et dans ce cas-là, pas forcément trouver une situation derrière, c'est compliqué. Ou alors, même si on est diplômé, on a quand même un trou dans le CV de quelques années, donc c'est pas forcément évident non plus. Donc, je pense que... Alors, j'ai commencé à utiliser une application pour gérer mon budget il y a quelques temps désormais. Ça m'a pas mal aidé. Mais je pense que c'est vraiment, vraiment super important de garder des dépenses qui soient relativement stables, évidemment, d'être dans une optique où on se fait plaisir quand on a atteint de gros objectifs et on se récompense. Est-ce qu'on achète des blousons Philippe plein ou pas? Probablement pas. Le problème, c'est que quand on rentre dans un cercle où en fait on est dans le plaisir permanent et on réfléchit pas du tout à comment on utilise notre argent, bah, au final, la satisfaction qu'on en gagne quand on le dépense, elle est bien plus faible que si on avait un budget qui était raisonné. Donc je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus, mais c'était juste un point qui me semblait super important et qu'il faut vraiment faire attention idéalement, dès qu'on commence à gagner pas mal sa vie grâce au poker, à essayer de construire quelque chose avec l'argent qu'on gagne. Ça me semble important. Ouais, c'est un sujet très très intéressant et par rapport à ce que tu disais à la fin, il y a beaucoup d'études qui montrent de toute façon que les passifs, c'est-à-dire que tous les achats que vous allez faire qui ne vont pas servir à construire votre vie ou à quelque chose de concret, ne servent à rien et comblent finalement on va dire des soucis, besoins artificiels. Voilà, des besoins artificiaux totalement. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est constructif. Si vous êtes dans cette démarche parce que vous gagnez beaucoup d'argent au poker, etc., bah c'est pas forcément évident, mais comme l'a dit Raph, remettez-vous en question, essayez d'avoir des applis potentiellement de gestion, etc. Bon, c'est un long débat, on pourrait aussi en discuter 1 heure, mais en tout cas, ça c'est une certitude qu'il faut faire très attention et c'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'il faut en effet tomber dans ces dépenses. Voilà, sans arrêt. Donc construisez votre vie, faites attention à ce que vous faites par rapport à ça. Et je vais laisser Ludo et Vivi enchaîner. La néo-bourgeoisie de Spinelite. Ouais, j'allais dire que pour le coup, moi, ça m'a pas trop. Enfin, j'ai pas été trop affecté là-dessus, mais
c'est peut-être aussi parce que pour le coup, j'ai fini mes études et j'ai travaillé pendant des années avant de faire ça. Et je pense que des petits jeunes qui sortent peut-être du bac ou quoi et qui sont déjà très bons au poker et qui gagnent déjà des salaires que ses parents n'ont jamais gagné, tu vois, ça peut vite monter à la tête pour le coup. Et donc moi, j'ai pas été affecté par ça, mais j'ai toujours été prudent, donc je mets de côté moi. Mais effectivement, ça peut être dangereux, surtout aux âges auxquels. Je vois déjà Vivi sourire. En fait, il sait qu'il va devoir parler. Mais ce qu'il faut voir aussi, juste avant que tu poursuives, mais c'est une opportunité qui peut être tellement bien, quoi. Il y a moyen de construire vraiment des choses folles si la gestion de l'argent est raisonnée. Ouais, clairement. Et moi, pendant un moment, je me disais, attends, ça fait 3 ans que tu fais n'importe quoi, c'est trop tard pour changer quoi que ce soit. Et j'étais toujours, même par rapport à plein d'autres choses, par rapport à mes habitudes de grind et tout, c'est bon, tu as fait de la merde pendant trop longtemps, c'est trop tard, quoi. Et en fait, il est pas trop tard, quoi, pour mettre en place des habitudes un peu plus saines. Ouais, et on s'évade un petit peu, mais c'est un peu plus intime du coup, mais je discutais avec ma mère il n'y a pas si longtemps que ça, qui justement pendant toute sa vie, elle me discutait qu'elle avait regretté d'avoir fait plein de choses et qu'elle ne changerait plus maintenant, quoi, entre guillemets. Mais au final, en fait, alors c'est plus difficile à cet âge-là, en effet, hein, pour X choses, mais on a toujours moyen de changer les choses et d'avancer en fait dans le sens. C'est pas parce que ce qu'on a fait dans le passé n'a pas été constructif, etc., qu'on est obligé de continuer à le reproduire. C'est soit vous décidez maintenant, en gros, que tout ce que vous avez fait qui n'est pas bien avec du recul, vous pouvez le changer et vous allez changer, soit finalement vous aurez le même discours dans 5 ans pour les 5 années qui viennent de passer et vous avancerez, ou plutôt n'avancerez pas en fait de cette manière tout au long de votre vie. Donc voilà, il n'y a jamais en effet de mauvais moments pour se remettre en question et c'est super important. N'est-ce pas, Vivi? Pour rebondir là-dessus, je pense que, à l'instar de ma vie, ma gestion de l'argent, je pense que je suis la personne la plus chaotique, encore une fois, de Spinelli. Enfin, je pense que sur l'argent que je gagne concrètement, j'en dépense 100%. Enfin, par exemple, j'épargne 0% de mon argent. Enfin, j'ai jamais fait. J'ai jamais épargné. Enfin, je dépense de l'argent dans un tas de choses qui sont complètement futiles. Et le pire, c'est que je sais que c'est complètement futile. Et je fais tellement pas attention à l'argent que je dépense que, par exemple, je regarde même pas ce que j'ai en compte en banque, etc. Enfin, en gros, le moment où je sais que j'ai plus d'argent, c'est quand je reçois un message pour me dire que je suis en découvert ou ce genre de choses, quoi. Il y a quelqu'un qui pourrait me voler 3 000 € par mois depuis 1 an et je le remarquerai pas, en fait, parce que je regarde jamais mes comptes. Enfin. C'est un beau brag. D'ailleurs, on va t'avouer qu'on ne te reverse pas tous tes gains, Vivi, depuis un et ouais, je suis conscient qu'il faut que je change ça, mais je pense que c'est... Enfin, en réalité, j'y ai quand même pas mal réfléchi parce qu'il y a non seulement mes parents, mais aussi mes amis qui me disent fais gaffe, Virgile, enfin, t'es un peu sur une mauvaise pente, etc. Enfin, il faudrait vraiment que tu réfléchisses. Et bon, du coup, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir et je pense qu'au niveau personnel, je pense que j'ai un petit peu peur de vivre dans la pauvreté et le manque, et du coup le fait de dépenser de l'argent sans compter, ça me fait sentir en sécurité, et évidemment d'un point de vue purement objectif, je pense que c'est pas une très bonne chose, quoi. Enfin, parce que du coup il n'y a plus vraiment de sens à l'argent que je gagne grâce à mes efforts, quoi. Enfin, si je construis rien avec, si je crée rien avec, si je m'en sers pas pour une meilleure vie, enfin, sur le plan vraiment personnel, quoi. Enfin, que ce soit pour moi ou pour les autres, ça n'a pas vraiment d'utilité. Et c'est quelque chose sur lequel je vais essayer de travailler. Enfin, déjà, il y a Raph qui en a parlé un petit peu il y a quelques temps, et effectivement, je pense que c'est très très important. Et d'autant plus important que ça se ressentira aussi sur mon grind, quoi, dans le sens où quand je vais jouer, en termes de mental, ce sera pas, voilà, je joue et je m'en fous un petit peu de ce qui arrive. Je suis plutôt dans l'optique de jouer pour essayer de vraiment construire quelque chose sur du plus long terme, quoi, et je pense que ça sera plus sain
d'un point de vue mental et personnel que maintenant. Parce que là, j'avoue que c'est absolument le pur chaos, quoi. Je, bon, il y a aussi le fait que voilà, mes dépenses, c'est du McDo, je dépensais genre 40 euros ou 50 euros par jour de resto et de fast-food. Enfin, c'était. Ouais. Mais un truc qui dans Juste, lequel je me retrouve, on invite tous les youtubeurs, on a une cagnotte Litchi, du coup, pour Vivi. Si vous pouvez tous donner 5-10 euros, ce serait cool. un truc dans lequel je me retrouve dans ce que dit Vivi, c'est quand il parle de la peur du manque et de la pauvreté. Enfin, j'ai été élevé dans un milieu assez aisé finalement, mais il y a quelque chose qui me marquait en fait quand on allait faire les courses avec ma mère et qu'au supermarché, tu vois, elle regardait, ben voilà, on veut acheter de la mozzarella, laquelle est la moins chère, etc. Et Déjà, on parle de mozzarella, moi c'était pareil pour les petits pois, genre, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la mozzarella? Ouais, c'est ça. je sais pas, j'avais ça en tête parce que j'ai fait ça il y a 2 jours. Du coup. Non, mais et c'était vraiment quelque chose que je comprenais pas pourquoi, tu vois, on devait se poser la question avant de dépenser. C'était vraiment mon objectif principal en jouant au poker et au final, je l'ai poussé tellement à l'extrême que, bah ouais, c'en est devenu un peu destructeur, mais ouais, voilà. J'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est vraiment, tu dis ça, parce que moi, c'était strictement la même chose. C'est que quand j'ai vécu dans un milieu qui était peut-être un peu moins aisé, enfin, mes parents étaient pas non plus pauvres, hein, mais voilà, c'était pas non plus, on dépensait sans compter, quoi. Et je me souviens que quand on était au supermarché, que ça m'a vraiment énormément marqué et que je voulais acheter des gâteaux. Parce que voilà, j'étais petit et j'avais un gâteau, quoi. Et bah, ma mère disait non, on prend pas cela, enfin, regarde cela, ils sont moins chers. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis, peut-être un petit peu plus tard, quand j'étais un peu plus ado, je me suis juré de plus jamais revivre un moment où je dois choisir entre deux gâteaux parce qu'il y en a un qui est un euro moins cher, quoi. Genre, Mais au moins, elle te mentait pas, elle disait ils étaient moins chers. Moi, elle me montrait les moins chers, mais elle disait ils sont meilleurs, tu vois. C'est Oscar déjà, tu vois. Tous ceux qui ont déjà bu de l'ice tea premier prix, ils savent la différence aussi. Hein. La pâte à tartiner au champ. Exactement. Ah voilà, ça c'était vraiment les pires trucs. Et je pense que c'est. Je suis pas allé voir un psychologue ou quoi pour en discuter, mais je pense que c'est une des premières raisons pour laquelle aujourd'hui je ressens ce besoin compulsif de dépenser de l'argent sans compter. Enfin, et de me dire que voilà, là je peux acheter les gâteaux que je veux et je regarde pas le prix. Quoi. Il peut être à 10 euros, j'achète, je m'en fiche. Hein. Sinon, faut venir vivre aux Philippines, tout est pas cher, on peut vraiment choisir ce qu'on veut sans souci. C'est ça qui est bien. C'était le moment un petit peu émotion de cette heure et demie, mais non, mais c'était un sujet intéressant, c'est un petit peu évadé, mais pour la bonne coche, je trouve que c'était vraiment cool. On va essayer de conclure un petit peu, donc pour rappeler le thème, hein, qui n'est pas quelle est ma relation avec l'argent, on n'est pas dans C'est mon choix, mais on est bien chez Spinelite. Et donc voilà, on a essayé de montrer un petit peu les différences, comment on peut gagner en high stakes et surtout comment ces joueurs, donc Vivi, Ludo et Raph, font la différence. Si vous deviez me donner un petit peu 3 points pour résumer un petit peu tout ce dont on vient de parler, si on prenait mental, technique, etc., donnez-moi chacun 3 points pour conclure cette émission sur qu'est-ce qui fait la différence entre un joueur high stakes et un joueur qui joue en dessous. Ludo, on va te laisser commencer, tu t'es plaint déjà pas mal de fois, maintenant que t'as pas de notes, t'es dans la merde, mais Ouais. allez, vas-y. 3 points, genre 3 mots-clés, quoi. Pardon? 3 points clés, ouais. Si on devait, Ouais. pour faire un petit résumé à nos youtubeurs, enfin ceux qui regardent. Je dirais qu'il faut être rigoureux, ça c'est sûr. Il faut être motivé. Et sur l'aspect mental, savoir prendre du recul, je dirais. S'il y avait 3 points clés, je dirais cela. Vivi? Je dirais que le premier point clé, c'est avoir l'envie de viser toujours plus haut et de ne pas se contenter de là où on en est. Et donc de viser toujours plus haut, c'est même pas juste en termes d'argent et de se dire voilà, je veux gagner plus, c'est vraiment se dire voilà, j'ai envie d'être au sommet et qu'il n'y ait plus aucun joueur qui me pose vraiment des problèmes, quoi, et que je continue, même quand je suis encore au sommet, que je continue encore à progresser pour creuser encore plus l'écart avec tous les joueurs.
Le deuxième point, je dirais que c'est d'être d'être prêt vraiment à sortir de sa zone de confort et de tout faire pour encaisser la difficulté des plus hauts timides, quoi. Et, et si je devais donner un dernier point, ça serait d'être toujours prêt à se mettre en question et à chercher dans tous les spots, tous les plus petits détails pour de se dire voilà, peut-être que ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait et en fait c'est pas quelque chose de similaire à ça, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan organisation de grind, sur le plan mental. Je sais pas, j'ai toujours joué dans ces conditions et il y a peut-être mieux à faire. Et une fois qu'on est capable de remettre en question la moindre chose pour se dire est-ce qu'il n'y a pas mieux, bah, fatalement, je pense qu'on va progresser dans la bonne direction. Et ça, si je peux me permettre une parenthèse un peu plus grande, je pense que le fait d'être capable de toujours se mettre en question, c'est pas uniquement lié au poker, mais c'est même lié à nous, notre vrai nous, quoi, et se dire voilà, j'ai certains côtés de mon caractère ou certaines choses que je fais dans la vie, est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien ou est-ce que je peux progresser là-dessus et à force de se poser toutes ces questions, je pense qu'on devient une meilleure personne et on devient aussi un meilleur joueur de poker. Avant que Raph donne ses 3 points, c'est en effet l'une des qualités qu'on peut retrouver chez les plus grands joueurs de poker du monde, même en MTT, etc. Les Federals, Dan Coleman, etc. Ils sont en permanence, malgré leur niveau, en train de se comparer et de se remettre en question sur leur jeu et surtout de voir si on peut toujours mieux faire. Et ça, c'est absolument incroyable quand on voit que c'est des joueurs qui gagnent des millions par an. Ils pourraient très bien se dire bah ça suffit, mais non, ils sont toujours en train de rechercher la perfection. Donc ouais, c'est en effet incroyable de réfléchir comme ça et c'est ce qu'il faut tendre à faire. Raph, 3 points clés. Juste pour répondre sur ces joueurs-là, ce qui est intéressant, et je trouve qu'on retrouve aussi chez pas mal de joueurs, parmi les tout meilleurs du monde, c'est il y a une espèce d'existentialisme qui est toujours présent, où tu vois que, par exemple, Coleman et Olivier Busquets, ils sont très engagés dans plein de causes super politiques. Dan Coleman, par exemple, qui n'avait pas voulu prendre de photos après quand il avait gagné le One Drop, il avait protesté un petit peu contre ce qu'il faisait, donc ça se sentait qu'il était vraiment torturé, parce qu'il disait qu'il n'avait pas envie de mettre en avant le poker, parce qu'il pensait que ce n'était pas quelque chose de bien. Fedor aussi, qui lit énormément de bouquins sur plein de sujets différents, qui est engagé dans plein de causes philanthropiques. Tu as le copain de Livbury, Kurganov, qui a fondé comment ça s'appelle, ils ont le petit badge à chaque fois, c'est un truc caricatif, REG, c'est Raising for Effective Giving, et ça sent en fait que c'est des joueurs qui ont non seulement fait un travail permanent sur leur jeu, mais aussi sur eux-mêmes et qui se remettent, comme disait Vivi, tout le temps en permanence en question, et ça se sent vraiment dans la démarche dans laquelle ils sont tout le temps, je trouve. Pour moi, mes 3 points fondateurs, ça va être la constance, j'en ai pas mal parlé aujourd'hui, mais la capacité à retourner cliquer le lendemain, continuer à bosser son jeu alors qu'on a pris une grosse claque et que la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller boire un verre avec des copains, faire quelque chose qui nous fasse un petit peu oublier ces moments difficiles. Je pense que ça va être vraiment super important, donc à la fois dans la capacité à encaisser les moments difficiles, mais aussi dans la faculté à répéter le travail sur notre jeu, notre routine, etc. Le deuxième point, ça va être plutôt PioSolver, un point beaucoup plus technique et qui va s'orienter beaucoup sur la compréhension globale du jeu. Je pense qu'en high-tech, ça commence à devenir vraiment important. Et la troisième chose, ça va être plutôt l'ouverture d'esprit. Et quand on regarde a posteriori tout ce qui s'est passé d'un point de vue technique sur les 6 dernières années, toutes les théories qui ont été jugées à un moment comme complètement fumeuses et absolument inapplicables et stupides à appliquer, qui à un moment ou un autre sont revenus sur le devant de la scène. Par exemple, le LIMP, qui a été
enfin, super décrié. Quand tu voyais un joueur limpé en HU en 2010, bah, c'était un fiche. Et puis 3 ans plus tard, c'était un top rec GTO. Et il y a plein de choses comme ça sur les sizing de continuation bet, sur plein de points comme ça. On retourne complètement notre veste à un moment et je pense qu'on pourrait arriver à être en avance sur tout le monde si on était toujours 100% ouvert à ce qui se passe. Par exemple, si un fiche nous fait un move, ou même un règle nous fait un move qu'on estime comme étant complètement abominable et n'ayant aucun sens, ça vaut le coup de se poser la question, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer d'accomplir et est-ce que ça fonctionne vraiment? Et voilà, toujours être ouvert d'esprit au moindre changement. Et ça concerne aussi l'aspect mental, pas forcément que technique, mais un peu comme ma découverte avec Jared Tendler, où j'y allais un peu à reculons en me disant que c'est probablement un charlatan. Je pense que ça vaut le coup, voilà, d'être toujours open au changement et à des choses un peu alternatives. Bon, pas l'acupuncture, par exemple. Ouais, je vais terminer par 3 points aussi et reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que attention fois temps est égal résultat. Je suis obligé de reparler de ça. On est obligé d'allier les deux parce que si on donne beaucoup d'attention, c'est-à-dire que si on se focus pendant 1 heure sur quelque chose mais qu'on fait ça qu'une fois par semaine, on n'aura pas de résultat. Si à contrario on travaille son jeu 10 heures par semaine mais qu'on le fait de manière pas du tout optimale, pas sans attention justement, les résultats ne seront pas là. Donc il faut vraiment allier les deux. Donc ça, ce sera mes 2 points finalement qui se mettent en un seul point. Et le troisième, ce sera comparer les prix des gâteaux à Monoprix, c'est important. Voilà, on terminera sur ça et acheter toujours le moins cher et le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Sinon, je vous remercie à tous. Du coup, vraiment, c'était cool, une émission quasiment de 2 heures. On essaiera de reproduire ce genre de schéma si ça plaît. Je pense qu'il y a moyen que ce soit vraiment cool et agréable à regarder. Merci à tous, encore une fois. Alex, je peux revenir sur les gâteaux Monoprix? Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a une des choses qui pousse les joueurs à dépenser trop d'argent, c'est que quand on se lance dans le poker, on est entouré, enfin, on nage dans le scepticisme en fait. Tout le monde autour de nous est en train de nous dire qu'on fait une énorme connerie et que c'est le pire choix de carrière possible. Et en fait, quand finalement on arrive à s'en sortir et qu'on arrive à gagner de l'argent, quand on peut enfin acheter les crêpes Waouh et non pas celles qui sont comme ça. Non, mais on a envie de montrer un petit peu notre réussite et que les gens soient conscients qu'on a réussi. Et je pense que ça pousse aussi pas mal à ces dépenses un peu inconsidérées et à une mauvaise gestion. Mais c'était vraiment un des facteurs aussi déterminants pour moi. Acheter les bouteilles en boîte à 400 balles. Voilà, les gens savent que je joue bien, que je gagne bien ma vie. Et non, c'est évidemment complètement débile quand tu regardes avec du recul. Mais il y a des mécanismes qui expliquent ces comportements un peu idiots, quoi. Ouais. Après, ils sont pas tous légitimes parce qu'il y en a qui sont dictés, je pense en effet, pour montrer à de la famille, par exemple, etc., qu'on a réussi, et d'autres qui ne sont dictés que par l'ego, parce qu'il y a des personnes auxquelles on n'a pas besoin de montrer qu'on gagne beaucoup sa vie, etc. Enfin, c'est pas. Mais ouais, c'est intéressant en effet. Et au moins d'y réfléchir et de prendre conscience de pourquoi on fait ci et pourquoi on fait ça. Mais c'était un beau mot de la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va. C'était très cool en effet. Vivi? Non, c'était cool pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que le format de l'émission est vraiment intéressant. Et par ailleurs, j'étais venu à la base de cette émission juste pour discuter un petit peu. Et je me rends compte qu'en fait, au lieu de discuter un petit peu, j'ai appris beaucoup. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Genre, honnêtement, je me suis à la fois bien amusé et à la fois j'ai énormément appris là dans l'émission et ça fait plaisir. Il est émouvant ce Vivi, il reviendra, il reviendra. Non, c'est vraiment vrai, quoi. Genre,
j'ai vraiment appris comme si ça avait été 2 heures de coaching, quoi. Nice. Cool. Ludo? Non, c'était très cool, ouais. Et pour le coup, c'est pas un truc qu'on fait souvent de discuter comme ça en profondeur de sujets comme ça. Enfin, on en parle en coaching ou bah, les gens qu'on connaît IRL, on en discute, mais ouais, c'était vraiment très bien et j'ai appris aussi. Parfait, bah merci à tous. Je dis merci aussi à vous qui nous avez regardé depuis 2 heures. On essaiera de couper en 2 fois 1 heure quand même, je pense. Enfin ouais, voilà, les gens découvriront cette phrase à la fin, donc ça n'a pas trop de sens. Mais, ouais, merci tout le monde et on se retrouve bientôt pour d'autres émissions avec le même format. Ciao, ciao. Salut.